Le nouvel esprit public, Philippe Meyer. Bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce premier enregistrement de l'année, premier enregistrement qui a lieu en public à l'école alsacienne et qui donc nous vaudra tout à l'heure d'échanger avec le public sur les deux sujets que nous avons choisis, et ces échanges seront mis en ligne mercredi. Après vous avoir adressé nos vœux les meilleurs, nous allons tenter d'éclairer donc deux aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Nicolas Bavrez, essayiste et avocat, avec Jean-Louis Bourlange, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l'Institut français de géopolitique, et Lucille Schmid, vice-présidente de la Fabrique écologique. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro est intitulé 2024, Urgence pour la dignité. Il est ainsi chapeauté « Dignité, la notion peut paraître vague. Pourtant, comme le dit l'historien Pierre Rosanvallon dans l'entretien qu'il nous a accordé en compagnie de la philosophe Cynthia Fleury, le mot dignité fait partie, comme le mot respect, de ceux qui donnent une nouvelle respiration au langage politique et qui entrent en résonance avec ce que sentent et vivent les gens. En ce début d'année, alors même que le personnel politique semble parfois perdre de vue cet horizon, le 1 Hebdo se penche sur ce concept propre à revigorer notre démocratie pour peu qu'il fasse l'objet de déclinaisons concrètes. Donc nous mettrons en ligne mercredi, comme je l'ai dit, l'enregistrement des échanges que nous aurons tout à l'heure. À partir du mercredi 10 janvier, nous reprendrons le cours de notre série « Si c'est pour la culture, on a déjà donné » avec Marion Godefroy-Taillard de Borms, historienne de la gastronomie et de l'usage politique de la cuisine, autrice avec Xavier Decteau aux éditions Flammarion de « À la table de l'histoire » et aux éditions Payot de « L'histoire passe à table, les 50 repas qui ont fait le monde ». Nous adressons nos remerciements chaleureux à celles et ceux qui ont tourné le dos à 2023 en nous envoyant leurs contributions à notre fonctionnement, très souvent accompagnés des commentaires et des encouragements les plus toniques. Que celles et ceux qui auraient laissé passer l'occasion de nous prouver leur intérêt sachent que rien n'est perdu. La collecte de 2024 vient de débuter à l'instant. Notre prochain enregistrement public aura lieu le dimanche 11 février. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur notre site et je vous rappelle que toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique, d'un compendium auquel vous pouvez vous abonner gratuitement. Vous le recevrez dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mercredi. Intéressons-nous maintenant à l'héritage européen de Jacques Delors à l'heure de l'impérialisme russe. Jacques Delors, l'ancien président de la Commission européenne, s'est éteint le 27 décembre à 98 ans. Entré en fonction à Bruxelles en janvier 1985, l'ancien ministre des Finances français prévenait « L'Europe n'a d'autre choix qu'entre la survie et le déclin ». Il occupera son bureau bruxellois durant 10 années consécutives et marquera la construction européenne de son empreinte, au point que la presse américaine l'a baptisé le tsar de Bruxelles. Son impulsion est décisive dans l'adoption de l'acte unique, qui donne naissance au marché unique européen, et dans ses mémoires, Jacques Delors donne à ce marché une triple fonction, organiser la compétition qui stimule, la coopération qui renforce, et la solidarité qui unit. S'en suivront le traité de Maastricht, la monnaie commune, la création des fonds de cohésion pour soutenir l'élargissement de l'Union à des entrants moins bien nantis économiquement que les membres fondateurs, ou encore le programme d'échange universitaire Erasmus. Jacques Delors était devenu le partenaire de nombreux chefs d'État et de gouvernement engagés comme lui en faveur de la construction européenne, le chancelier allemand Helmut Kohl, le premier ministre belge Jean-Claude Dehaene, le chef du gouvernement espagnol Felipe González et François Mitterrand. En 2015, Delors a été nommé citoyen d'honneur de l'Europe, troisième personnalité à être ainsi distinguée après Jean Monnet en 1976 et Helmut Kohl en 1998. Si Jacques Delors quitte Bruxelles en janvier 1995 avec la satisfaction d'avoir rempli sa mission, il s'en va aussi avec le regret de constater, comme bien d'autres, mais en l'ayant vécu de l'intérieur, à quel point l'Europe reste un nain politique. Il reste donc un long chemin à parcourir. Delors va s'y employer, dans la mesure de ses moyens, avec sa fondation, Notre Europe,
En 2021, il finira par porter sur l'Union européenne un regard critique. Dans son interview testamentaire au Point, il constatait qu'à 27, on s'éloigne des projets qui étaient ceux de Jean Monnet ou Robert Schuman. Du moins, on les rend beaucoup plus difficiles, rien que le fonctionnement d'une commission européenne à 27 déjà. Pascal Lamy, son ancien directeur de cabinet, confie que Jacques Delors avait conscience de la difficulté de la situation actuelle, dans laquelle un seul des 27 peut jouer contre les 26 autres, voire, comme l'a fait récemment Viktor Orban, monnayer son vote sur l'adhésion de l'Ukraine. Au moment où Jacques Delors disparaît, deux questions se posent. Face aux régimes illibéraux, la compétition qui stimule, la coopération qui renforce et la solidarité qui unit vont-elles passer du marché au marchandage ? Et face à l'impérialisme russe, l'Europe est-elle toujours un nain politique ? Sur cette question, Lucille Schmid. Oui, merci beaucoup, Philippe. Moi, je pense que ce qui est important, c'est que Jacques Delors, vous l'avez dit, lorsqu'il n'était plus aux responsabilités dans les institutions, a beaucoup parlé, au fond, de la puissance européenne, alors que lorsqu'il était président de la Commission européenne, on se rappelle de lui pour avoir réalisé l'acte unique en 1986. Mais à l'époque, je voulais rappeler une chose, et c'est une anecdote, mais j'étais stagiaire de l'ENA à la Commission européenne, et je me rappelle de la façon dont, en quelque sorte, cette administration a été portée par une mission incroyable, une mission politique, une mission comme on n'en connaît pas dans l'administration française. Il faut se rappeler de cette ambiance qui, à l'époque, était pulsatoire, si je puis dire, au niveau européen. Il faut se rappeler d'une chose, c'est que lorsque Jacques Delors devient président de la Commission européenne, il a voulu tester différents thèmes, et pas seulement celui du libre-échange. Il a testé la question de la défense, il a testé la question de la monnaie, il a testé la question institutionnelle, et il s'est aperçu que compte tenu de l'état de l'Europe, de l'état du rapport de force, je rappelle qu'on sortait juste d'une crise avec Margaret Thatcher, I want my money back, et c'était une sorte de miracle que l'Europe puisse relancer un projet. Jacques Delors choisit le libre-échange et le marché unique parce qu'il sait que les questions régaliennes ne peuvent pas être abordées frontalement. Donc il les choisit d'une certaine manière pour mettre un pas dans la porte. Et lorsqu'il nous livre son testament, vous l'avez rappelé en 2021, d'une certaine manière, il exprime les regrets. Ça a toujours été une personnalité qui exprimait à la fois des regrets et un fort volontarisme pour peut-être la façon dont l'Europe n'a pas réussi à porter cette ambition plus tôt, mais il l'avait déjà. Deuxième chose importante, me semble-t-il, lorsque Jacques Delors arrive à la présidence de la Commission européenne, il y arrive parce qu'il est d'une certaine manière plébiscité, pas seulement par la France, pas seulement par François Mitterrand, d'ailleurs qui lui avait au départ choisi un autre candidat, Claude Cheysson, beaucoup plus proche de lui. Il est en quelque sorte nommé également par Helmut Kohl, qui lui dit, il le raconte dans ses mémoires parus en 2004, qui lui dit il y a un seul président de la Commission européenne possible, c'est JD. Donc on voit bien comment, d'emblée, Jacques Delors, d'une certaine manière, a réussi, à la fois par l'action qu'il a eue au niveau français, avec une méthode où il a toujours associé l'économique et le social et n'a pas hésité à lutter contre son propre camp, lorsque son propre camp voulait sortir de l'Union européenne. Il arrive ainsi à avoir des responsabilités politiques au niveau de Bruxelles, grâce au fait qu'il a été reconnu sur la scène européenne. Donc il me semble aussi important par rapport à cette question d'héritage européen de Jacques Delors et d'enjeu de puissance par rapport à l'Union européenne, qui est la double question qui nous est posée, de dire que le lien entre le national et l'européen est un point essentiel, et aussi, dernier point pour introduire, de rappeler que la méthode de Jacques Delors n'était pas la méthode aujourd'hui utilisée par la France lorsqu'il s'agissait d'asseoir son influence. Jacques Delors vient de la deuxième gauche. Jacques Delors a toujours utilisé l'idée de la concertation des corps intermédiaires et de la possibilité d'organiser la relation entre des acteurs qui, a priori, ne se parlent pas. Jacques Delors n'avait pas une conception verticale du pouvoir. Et je crois que ce qui est intéressant à travers cette figure, c'est d'imaginer comment une méthode européenne aujourd'hui peut fonctionner face à un contexte extrêmement difficile. Ça ne peut pas être une méthode verticale, ça ne peut pas être une Europe à la française, et ce n'est certainement pas une Europe de la Ve République que Jacques Delors a promue. Je crois que ça explique aussi pourquoi, en 1995, il a choisi de ne pas se présenter à la présidence française, parce qu'au fond, ça ne correspondait pas à ce qu'il était, plutôt un homme venu de la société, un catholique pratiquant, quelqu'un qui croyait au fond à la possibilité de la concertation, de la discussion, de la négociation, y compris avec des adversaires, et quelqu'un qui finalement a pu être à la fois qualifié de social-démocrate et de démocrate chrétien. Nicolas Bavrez. C'est vrai que chez Jacques Delors, il y a une dimension d'homme d'État considérable, et d'un homme d'État finalement qui a trouvé son destin en Europe plutôt qu'en France.
Et je voudrais essayer de mettre en balance, d'un côté, ce qui sont les occasions ratées de la modernisation de la France, et puis j'allais dire la réorientation ou la relance inachevée de l'Europe. Jacques Delors a vraiment fait l'histoire à 3 reprises. Il a d'abord été non seulement membre du cabinet de Jacques Chaban-Delmas, mais c'est lui qui était l'inventeur de l'idée de nouvelles sociétés. Ensuite, en 1981, de 1981 à 1984, il a eu 2 rôles essentiels. D'abord, il a essayé de modérer l'embardée de la politique de relance à contre-courant et d'aggravation des déficits et d'effondrement monétaire et financier de la France. Et ensuite, en 1983, avec Pierre Mauroy, c'est lui qui a donc fait pencher François Mitterrand du côté de l'Europe et de ce qui a été le tournant de la rigueur. Et puis ensuite, on l'a dit évidemment, il y a son action à la tête de la Commission avec l'acte unique, Maastricht, la monnaie unique, mais aussi les fonds de cohésion doublés et Erasmus, qui sont aujourd'hui, quand on regarde ce qu'est avant tout l'Union européenne, il faut bien reconnaître que en réalité, cette Union européenne, c'est avant tout l'héritage de Jacques Delors. Alors, quand on regarde à partir de ces 3 moments, maintenant, regardons un peu les porte-à-faux. En fait, quand on regarde la politique nationale, on voit qu'il y a 3 occasions perdues. La nouvelle société, donc, finalement, a avorté. Georges Pompidou y a mis un terme en 1972. Et le pays est retombé dans ce que Jacques Delors appelait le climat de guerre sociale froide. En 81, donc, l'économie française ne s'est toujours pas remise de l'embardée de 1981. Et il y a un paradoxe qui est que en 83, c'est donc Jacques Delors avec Pierre Mauroy qui fait que François Mitterrand bascule du côté du tournant de la rigueur. Mais quand on regarde les choses, ce qui est très paradoxal, c'est que c'est la doublette Fabius-Bérégovoy qui va vraiment faire la libéralisation de l'économie française de 84 à 86, alors même qu'il plaidait pour la sortie du SME. Donc c'est un des paradoxes de ce moment clé de notre histoire politique. Et puis la 3e occasion ratée, c'est évidemment le 11 décembre 1994, où Jacques Delors renonce à être candidat à la présidence de la République. Je crois, comme Lucille Schmitt, que finalement, il y a eu d'une certaine manière raison pour plusieurs choses. D'abord parce qu'il était effectivement trop à droite pour la gauche et trop à gauche pour la droite. Surtout parce que ce qu'il était et la manière qu'il avait d'envisager les choses était, à mon avis, tout à fait incompatible et avec la polarisation politique de notre pays et avec le fonctionnement de la monarchie présidentielle de la Ve République. Alors, à l'inverse, si vous voulez, ce qui était un handicap en France est devenu un atout en Europe. C'est-à-dire que ce positionnement social-démocrate, cette incarnation de la démocratie chrétienne, cette méthode qui recherchait le consensus, autant en France ça ne marche pas, autant en Europe c'était le positionnement idéal, puisque cette Union européenne, elle a quand même été bâtie, donc on verra ce qui va se passer cette année, mais jusqu'à présent, sur l'union des sociaux-démocrates et de la démocratie chrétienne. Et c'est là qu'il a pu donner sa pleine mesure, mais avec quand même un certain nombre de limites qui ont été rappelées et sur lesquelles je voudrais revenir. D'ailleurs, ces limites, elles se voient dans l'héritage parce que finalement, le fait de ne pas avoir été candidat, c'est vrai que ça a ouvert la voie à Jacques Chirac, avec un septennat et un quinquennat largement pour rien, et un moment où le pays a continué à basculer. Et quand on regarde aussi il n'y a pas de delorisme, mais il y a des gens qui étaient dans sa mouvance. Martine Aubry, sa fille, c'est avant tout les 35 heures, donc c'est le moment où la France a complètement dérapé du point de vue de la compétitivité, alors que Schröder faisait l'agenda 2010. Pascal Lamy, c'est 2001, c'est l'entrée de la Chine dans l'OMC sans aucune contrepartie, la mondialisation dérégulée, le glissement et une position difficile pour l'Europe et surtout pour la France. Et donc, c'est sur ces 3
trois limites que je voudrais finalement revenir avec ce destin qui est à la fois un destin très réussi sur le plan de l'Europe, parce qu'on vit toujours sur l'héritage de Delors, et un destin donc inachevé. Donc, ça nous rappelle d'abord le fait que en France, la deuxième gauche n'a jamais réussi à vraiment percer, qu'elle a toujours été la polarisation, la radicalité, tout ce qui vient de la Révolution française a toujours empêché l'émergence d'une gauche qui soit une gauche modérée et libérale. C'est Léon Blum qui se fait battre par les communistes et qui essaye de garder la vieille maison. Ensuite, c'est Mendès France marginalisé et c'est Delors et Rocard qui sont également marginalisés. Donc, cette idée mendésienne, que les Français ont droit à la vérité, que la démocratie est l'œuvre de tous, ça n'arrive pas à percer dans la Ve République. Le deuxième grand écart, c'est entre ce que j'ai dit sur l'Europe et la France, c'est-à-dire que l'acte unique, la monnaie unique, ça a construit effectivement une Europe économique qui est celle du début du XXIe siècle, mais à l'inverse, la France a été incapable de s'y adapter et ça explique son interminable décrochage avec, paradoxalement, le contraire de ce que pensait Jacques Delors, c'est-à-dire qu'il y a eu une divergence économique et que la monnaie unique a créé la possibilité, pour l'instant, de faire croître la dette publique sans aucune sanction, ce qui amène la catastrophe qui va finir par une crise financière tôt ou tard. Et puis le troisième grand écart, c'est effectivement la monnaie unique est là, le grand marché est là, mais il n'y a pas de convergence économique et surtout il y a un énorme vide politique et stratégique qui n'a cessé de se creuser. Donc ce vide politique intérieur, c'est là-dedans que se sont engouffrés les populismes et le vide stratégique, c'est là-dedans que se sont engouffrés les empires autoritaires et avant tout la Russie de Vladimir Poutine. Béatrice Gibelin. Je n'aurais pas une présentation aussi négative comme quoi tous les malheurs qui nous tombent dessus sont le résultat d'une politique européenne. Replaçons-nous un peu dans le contexte du milieu des années 80. À ce moment-là, on apprenait à nos étudiants qu'il y avait deux grandes puissances, les États-Unis, première grande puissance, et ce qui était la deuxième puissance économique importante, c'était le Japon. On a peut-être oublié ça. Mais c'était ces deux-là qui pesaient lourd, et c'était le début de ce qu'on allait appeler les dragons asiatiques. C'était le début du démarrage du développement économique en Asie, avec des capitaux, je le rappelle comme ça un peu rapidement, qui, à la suite des chocs pétroliers, avaient donné énormément de capitaux dans ces pays du Golfe, qui n'en avaient pas grand-chose à faire vu la population qu'ils avaient, et qu'ils plaçaient donc à New York et à Londres, capitaux qui ont été réinvestis à ce moment-là en Asie, et ça a été le démarrage de l'Asie. Et quand Delors, qui sortait d'avoir été ministre de l'économie, comme ça a été rappelé, dans une situation extrêmement difficile, parce que souvenez-vous que ce événement voulait absolument remettre des barrières douanières, ressortir du SME, se replier sur la France et le CRS, parce que c'était le courant de chevènement au PS à ce moment-là, c'était des durs quand même, c'était pas évident de négocier avec eux. Bérégovoy était dans cette mouvance-là. Mauroy était un peu, au départ, incertain. Il était seul à porter la nécessité de rester dans le SME et il fallait convaincre tout le monde. Donc, il est très conscient des fragilités économiques. Et quand il arrive à la présidence de la Commission, l'économie est très importante. La France a failli vraiment être disqualifiée. On aurait pu passer sous le contrôle du FMI. Donc, il est important de réussir cela. Et c'est vrai, Nicolas l'a rappelé, il a, j'allais dire, la structure mentale et ses convictions qui vont s'adapter très bien à l'Allemagne. Et pour l'Allemagne, enfin, un Français sérieux. Après avoir nationalisé à 100%, et là, il y a quelque chose aussi dont il faut se souvenir, je crois, c'est que on a redonné beaucoup de pouvoir d'achat quand la gauche est arrivée au pouvoir en 81, et les gens ont dépensé sans avoir effectivement des produits français à acheter, mais achetant des produits importés. Souvenez-vous comment on stockait à Poitiers
ce qui était nos anciens VHS, les magnétoscopes, voilà, parce que ou les machines à laver. Donc on a creusé un déficit énorme. Tout ça, il l'a dans la tête quand il prend la commission. Donc je crois que sa préoccupation économique dans l'idée d'un marché unique, dans la circulation des biens et des personnes, de l'ouverture, alors qu'il avait vécu peu de temps avant une puissance comme la France qui était prête à se refermer, était pour lui une très très grande inquiétude. Et donc il l'a porté. Avec cette représentation qui s'est avérée fausse, c'était de dire que l'économique avancerait, que derrière le politique suivrait. Sur un modèle qui est celui de Bismarck, qui commence à faire une unité économique, Zollverein, dans le cadre de l'Allemagne, et puis qui conduira à l'unité allemande. Mais ce qui était faisable dans le cadre de ce qui deviendra l'Allemagne, c'est-à-dire un seul État où tout le monde parle la même langue, c'est bien évidemment beaucoup plus difficile. Ce à quoi il a cru aussi, c'est à l'idée qu'il fallait donner une identité à l'Europe, une identité culturelle, au moins celle-là, et c'est Erasmus. Alors, c'est 12 millions aujourd'hui d'étudiants qui ont circulé dans Erasmus par rapport aux 400 millions qu'on représente, c'est pas beaucoup, mais ça a joué un rôle. C'est absolument incontestable et je crois qu'il y croyait vraiment. Et ce qui est important, et ça a été rappelé par Lucile, c'est qu'il avait effectivement la préoccupation d'une puissance européenne, mais que lucide et pragmatique, il savait que c'était pas possible. C'est pas qu'il ne voulait pas, c'est pas que c'était quelqu'un qui était que libéral et que pour le marché. C'est la seule chose qu'il pouvait faire à ce moment-là, avec une Thatcher dans les pattes, on peut le dire, et que c'était extrêmement difficile quand on avait un mouvement libéral qui partait très, 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 très fort. Donc, j'aurais pas un jugement aussi, puis c'est tellement facile quand on sait comment les choses se sont passées après. Mais quand on est au moment de prendre les décisions, comme je dis toujours, l'historien a un énorme avantage sur le géographe. Il sait qui a gagné la bataille. Jean-Louis Bourlanges. Oui, je vais faire quelque chose qu'il ne faut jamais faire quand on fait l'éloge d'un mort, c'est de mettre en avant sa relation personnelle avec l'intéressé. C'est un péché d'égocentrisme, mais j'y cède parce que j'avais, avec Jacques Delors, une relation, alors les amis de 30 ans, c'est pas le cas, je le connais depuis 52 ans. Et je dois dire qu'il est associé pour moi, je voudrais dire ça parce que c'est humain, vous avez dit des choses qui sont tout à fait intéressantes, mais je voudrais donner ce témoignage. Il est associé pour moi à 3 moments. Un moment de bonheur, un moment de fierté et un moment de créativité. Le moment de bonheur, c'est mon mariage. Je me suis marié en 72 et il était à mon mariage parce que je l'avais connu quand il était auprès de Jacques Chaban-Delmas, comme l'a rappelé Nicolas, en train de préparer la nouvelle société, et j'avais été fasciné. Le gaulliste de gauche qui avait choisi la ligne européenne avec Chaban et non pas la ligne souverainiste qui allait donner naissance au séguinisme, etc., je m'étais reconnu en lui et nous avions eu une relation très forte et il était venu à ce moment, j'avais invité également mon perroquet, j'ai un grand souvenir de mon perroquet, et ce mariage est un moment très heureux et c'est là, j'ai encore les photos, etc., qui sont très impressionnantes pour moi. Deuxièmement, un moment de fierté. Quand je suis 3 ans après que j'ai été élu député européen, j'ai fait au moment du premier élargissement à l'Autriche, à la Suède et à la Finlande, la Norvège étant restée en route, j'ai fait un rapport sur les changements institutionnels qui étaient nécessaires pour réussir les élargissements. Cet élargissement-là aux pays neutres, puis un élargissement évidemment aux pays de l'Europe centrale et à l'Europe de l'Est. Et j'avais défini un certain nombre de choses. J'avais d'ailleurs convaincu dans cette affaire le chrétien-démocrate allemand qui était derrière Wolfgang Schäuble, qui était Karl Lamers, et j'ai fait présenter ce rapport au Parlement européen. Et j'ai entendu Jacques Delors, et je vous assure, la vie politique d'un homme est faite de beaucoup d'humiliations, de beaucoup de frustrations et de quelques rares gratifications qui ne sont pas toujours simplement des gratifications de vanité. Et d'avoir entendu Delors dire
la commission, c'est-à-dire le président d'une commission qui représentait plus de 350 millions d'Européens, dire la Commission est entièrement d'accord avec les conclusions institutionnelles du rapport Bourlange. Ça a été pour le jeune parlementaire que j'étais, ça a été vraiment quelque chose d'extraordinairement gratifiant. Il faut dire que par la suite, nous avons défendu obstinément à la Commission et au Parlement ces idées-là. Elles n'ont jamais abouti. Elles n'ont jamais abouti complètement. Ça a été ce qu'on a appelé les leftovers, les laissés pour compte d'Amsterdam. On a essayé de les recycler dans le projet de constitution européenne, mais c'était tout à fait insuffisant et tout à fait inférieur aux propositions initiales que nous avions faites, et on ne les a pas du tout intégrées à Nice, au traité de Lisbonne. On ne les a pas du tout intégrées. En réalité, ce qui a dominé à ce moment-là, c'est ce que Delors appelait le pratico-pratique, c'est-à-dire la politique au jour le jour, telle qu'il ne la voulait pas. Et la troisième moment, c'est un moment de créativité, c'est quand, avec son collaborateur, François Lamoureux, qui est mort quelques années après d'un cancer de façon très prématurée, on a créé, avec lui, avec Jean-Louis Kermon, avec Elisabeth Guigou, avec Jean-François Poncet, avec Laurent Cohen-Tanucci, on a créé ce que Delors avait appelé le groupe Plaza, parce qu'on se réunissait dans un salon du Plaza pour travailler ensemble, et qui a été à l'origine de l'Institut Notre Europe et de l'Institut Jacques Delors. Et nous avons, à ce moment-là, mis en place une machine à réfléchir sur l'Europe. Alors pour moi, personnellement, Delors, c'est d'abord ces trois grands moments. Un moment de bonheur, un moment de fierté, un moment de créativité. Sur le fond, je crois que j'ai été très déçu, non pas par la qualité du discours du président de la République vendredi en hommage à Jacques Delors. Le discours était impeccable. Les éloges funèbres de Macron sont en général extraordinairement élégants, extraordinairement bien écrits, extraordinairement bien sentis. Mais je trouve qu'il a choisi de ne pas traiter la question que vous avez abordée, qui est celle de l'héritage. Or, je pense qu'on ne peut pas construire une Europe fondamentalement différente, parce qu'il n'a pas connu le retour de l'impérialisme russe, enfin, il l'a connu, mais pas aux affaires, qui date de la succession de Helsinki à Poutine. Il a connu, au contraire, la décrue de l'impérialisme russe, l'effondrement de l'Empire soviétique à la suite de la guerre froide, mais il n'a pas connu ce qui est notre défi aujourd'hui. Mais en revanche, ce qu'il a fait est absolument essentiel. Et il a donné entre 85 et 95, il a donné à l'Europe des couleurs, des formes, des ambitions qui étaient très profondément renouvelées par rapport à celles de Jean Monnet. Jean Monnet, c'était une Europe, j'ai beaucoup de respect pour Jean Monnet. Il y avait deux points communs entre Jean Monnet et Delors. Le premier, c'est qu'on devait construire l'Europe sur l'entente franco-allemande, et quoi qu'on dise, ça reste vrai. Quand le moteur franco-allemand est en panne, l'Europe est en panne. Quand le moteur franco-allemand est en route, ça ne veut pas dire qu'on réussit tout, mais on a les moyens de faire des choses. C'était le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il ne fallait pas ignorer l'économie de marché, qu'on devait procéder avec l'économie de marché. Mais ce qu'il a apporté, c'est d'abord le refus d'une Europe purement technocratique. C'était un fonctionnaire, il avait été ministre, éphémèrement maire de Clichy, mais il avait très conscience de la réalité démocratique. Or, l'héritage, la démocratisation des institutions européennes, portée par l'acte unique européen et le traité de Maastricht, a été systématiquement ignorée, incomprise de la part des chefs d'État et d'une grande partie des commentateurs. Or, il a profondément changé les choses. Il a démocratisé la Commission, qui est investie, le président d'abord, les commissaires ensuite, par le Parlement européen. Il a transformé la procédure législative. Il n'y a pas une directive, un règlement européen qui ne soit pris sans un vote positif du Parlement européen élu au suffrage universel, évidemment avec le vote, la décision en même temps, si j'ose dire, des États. Il a
il a donné il a donné de l'efficacité. C'est lui qui a introduit la majorité qualifiée de façon systématique à l'occasion de l'acte unique européen. Ensuite, sur la question que vous avez posée, le libéralisme, il savait que l'Europe était libérale. D'ailleurs, avant qu'il arrive, il y a eu, juste avant, l'arrêt Cassis de Dijon de la Commission, de la Cour de justice européenne, qui disait, peu importe les règlements nationaux, un produit, on ne peut pas, l'Allemagne ne peut pas s'opposer à l'importation d'un Cassis de Dijon français sous prétexte que la teneur alcoolique de ce breuvage n'est pas admise par une loi en Allemagne. Non, la Cour de justice avait dit ça. Mais qu'a fait Delors ? Il a dit ça ne suffit pas. On ne peut pas accepter une simple libéralisation sur la base du moins-disant communautaire. Il faut qu'il y ait parallèlement une harmonisation, une normalisation. C'était l'idée française. Et c'était ça l'acte unique européen. Pas de libéralisation sans harmonisation, de manière à garantir la qualité et l'écologie. Et les 300 directives qu'on reproche à la Commission européenne, c'est d'abord une invention française qui s'est opposée, on s'est opposé à ce moment-là très fortement à Margaret Thatcher qui voulait un libéralisme pur et simple. Enfin, il y a deux autres choses. L'union économique et monétaire, il a voulu la monnaie, il n'avait pas voulu quand Barre et Giscard avaient lancé le SME, mais il l'a voulu et il en a pavé la voie. Il a très très bien compris stratégiquement qu'il fallait s'appuyer sur les banques centrales pour en fait obliger les États, conduire les États à faire la monnaie unique. Simplement, il voulait qu'elle soit prolongée par une politique d'harmonisation budgétaire qui n'a jamais eu lieu parce que les gens n'en ont pas voulu, mais lui la voulait. Et enfin, la dernière chose, et c'est essentiel c'est la politique de cohésion, il a dit, et j'ai terminé, il a dit, on ne peut pas élargir sans rapprocher ces pays. Et quand on voit le parcours de réussite qui a été par exemple celui de la Pologne, comparer la Pologne à la Biélorussie ou à l'Ukraine, vous voyez l'immense succès, c'est la conséquence de cette politique de petits pas, de fonds de cohésion, d'utilisation de l'avantage comparatif de ces pays de façon assez modérée, et on a créé de ce point de vue-là les bases d'une économie européenne qui reste, à travers toutes les critiques que nous faisons chez nous, qui reste la grande zone d'attractivité pour le reste du monde. Ça, on le doit à Delors, et ce qui n'a pas été fait, c'est-à-dire l'Europe géopolitique, c'est-à-dire la poursuite d'une Europe vraiment efficace en termes institutionnels, c'est-à-dire le défi technologique qui a été massacré à partir du Conseil européen de Lisbonne en 2000, ça n'est pas lui, ce sont ses successeurs, ce sont ceux qui ont choisi ce qu'il appelait le pratico-pratique, et que j'appelle plutôt, avec Jean-Paul Sartre, le pratico-inerte. Je vous propose que nous passions au deuxième sujet que nous avons choisi d'aborder, celui du Brexit et de son naufrage. Le 1er janvier 2021, la Grande-Bretagne est sortie de l'Union européenne. 7 ans après le référendum qui a vu les partisans du divorce l'emporter, un sondage de l'Institut Opinium, publié par The Guardian, note que les Britanniques ne sont désormais plus que 22% à juger que la séparation a été une bonne chose pour le Royaume-Uni. L'Institut a demandé à 2000 électeurs de juger si la sortie de l'Union européenne avait eu un effet positif ou négatif dans différents domaines. Résultat, les avis positifs ne l'emportent pour aucune question. Seul un sondé sur 10 estime que la sortie de l'Union a amélioré sa situation financière personnelle ou optimisé les salaires, alors que 63% la rendent responsable d'une partie de l'inflation. Une nette majorité de l'opinion publique estime désormais que le Brexit a été néfaste pour l'économie britannique, a fait monter les prix dans les magasins et a entravé les tentatives du gouvernement de contrôler l'immigration, résume The Guardian. En 2023, 29 437 migrants ont fait la traversée contre 45 774 en 2022, année record. Une autre enquête menée auprès des entreprises montre que les sociétés travaillant avec l'Union européenne se plaignent des nouvelles règles douanières. Christopher Hayward, le président du conseil d'administration de la City, l'organisation qui gère le quartier financier de Londres, estime que le Brexit a été un long et douloureux divorce, que la confiance a été anéantie. Selon un sondage de la British Chambers of Commerce de décembre 2023, 60% des exportateurs vers l'Union européenne estiment que les échanges commerciaux sont plus difficiles qu'il y a un an. Or, toutes les obligations liées au Brexit ne sont pas encore en place, et notamment les contrôles sanitaires sur les importations
qui n'entreront en vigueur que cette année. Pour le gouvernement de Rishi Sunak, 2024 s'ouvre dans l'appréhension d'une défaite électorale sur fond de prédictions économiques moroses et d'un retournement de l'opinion sur le Brexit. Quelques sondages mesurent même un Brexit, le regret du Brexit. Après 14 ans au pouvoir, 5 premiers ministres, un Brexit et divers scandales, les conservateurs sont devancés d'au moins 15 points par les travaillistes dans toutes les enquêtes d'opinion. Toutefois, contrairement aux précédentes, le Brexit ne devrait pas s'imposer comme un thème central des élections législatives qui auront lieu cette année. Sur cette question, Nicolas Bavresse. Alors, le nouvel esprit public commence avec une forte cohérence, c'est-à-dire que le Brexit, c'est vraiment un hommage rendu à Jacques Delors et à l'Union européenne. Madame Thatcher avait réussi 2 choses. Elle avait modernisé le Royaume-Uni, elle l'avait relancé, et par ailleurs, elle avait en fait pris le contrôle de l'Union européenne avec ses successeurs, un contrôle politique, intellectuel, tout en étant en opt-out sur la plupart des politiques et en payant la moitié de l'adhésion au club. David Cameron et Boris Johnson ont réussi à ruiner tout ceci. Donc le Royaume-Uni va aller à des élections législatives qui ont été fixées à l'automne prochain. Et c'est vrai que les conservateurs sont aux abois. Rishi Sunak a ramené la décence au 10 Downing Street, mais pas le leadership. Il est obligé de ramener David Cameron, l'homme de tous les désastres, au gouvernement. Il a fait une volte-face sur le plan de transition climatique pour essayer de se réconcilier les classes moyennes. Mais très clairement, il y a 20 points d'écart dans les sondages. Et comme il a été dit, ce qui est intéressant, c'est que ces élections ne vont pas porter sur le Brexit cette fois-ci, mais sur les conséquences du Brexit. Et comme on l'a dit, aujourd'hui, une majorité de Britanniques sont pour une nouvelle consultation, même si elle n'aura pas lieu. Et par ailleurs, une majorité de Britanniques considèrent que le Brexit est un échec. Seuls 22% le jugent positif. Et de fait, ce qui est intéressant, c'est que contrairement à ce qui a été dit, en fait, le Brexit se résume à une perte totale de contrôle de leur destin par les Britanniques. Sur le plan économique, la croissance, le Royaume-Uni a perdu 5,5 points de croissance, 7 points de commerce. La stagflation est installée, donc la croissance est autour de 0,5%. Les prix augmentent plus du double de ce qui est la situation dans la zone euro, notamment parce que le Brexit a détruit l'agriculture britannique puisqu'il n'y a plus de main-d'œuvre. La Banque d'Angleterre a dû augmenter ses taux 14 fois. Ils sont à 5,25%. Ça tue la consommation, l'investissement, et ça a effondré le marché immobilier. Quant à la finance, elle va perdre entre 35 à 40 000 emplois à long terme qui vont passer vers l'Union européenne. Et le Royaume-Uni est maintenant dans la main des marchés depuis la catastrophique expérience de Liz Truss, d'un programme absurde qui consistait à faire des réductions d'impôts non financées pour les plus riches. Sur le plan social, donc on a à la fois pénurie de main-d'œuvre et montée du chômage, ce qui est quand même improbable, 14,5 millions de pauvres. Et effectivement, dans le domaine de l'immigration, 1 million d'Européens ont dû partir, mais ça a été compensé par des non-Européens. Et en fait, le solde est solde d'immigration positive. Donc, il y a un solde positif de plus de 600 000 personnes en 2022. Ça, c'est pour l'immigration régulière, plus 45 000 traversées irrégulières de la Manche. Enfin, sur le plan politique, on a un royaume désuni avec les Écossais qui lient toujours indépendance et entrée dans l'Union européenne. Et puis, du côté de l'Irlande du Nord, le problème n'avait absolument pas été traité. Pour la première fois, le Sinn Féin a gagné les élections. Et donc, à terme, ça ouvre la voie à une réunification de l'île. Donc, c'est un désastre absolu qui rappelle ce que disait Peggy, le triomphe des démagogues est passager, mais leurs ruines sont éternelles. Parce que ce sur quoi je voudrais terminer, c'est l'impasse. Aujourd'hui, on ne peut remettre de la croissance dans le Royaume-Uni que si on le réintègre dans le marché unique. Pourquoi ? Parce que à cause de cette reconfiguration de la mondialisation en bloc. De même, il est évident que
face à la pression russe, il faut une Europe qui soit unie sur le plan stratégique, alors qu'elle a divergé. Et compte tenu de ce qui s'est passé, on ne peut pas imaginer un référendum de retour dans l'Union avant 20 ou 30 ans. Donc c'est pour ça que, face à cette impasse, la seule solution, c'est de revenir à quelque chose de beaucoup plus pragmatique, et du côté britannique, et aussi du côté de l'Union, notamment en matière de défense et de sécurité. Béatrice Gibelin. C'est intéressant que je parle d'après Nicolas, parce que je ne prends pas du tout le même point de vue. Bien sûr, on nous avait proposé comme sujet le naufrage du Royaume-Uni à la suite du Brexit. Moi, j'ai tendance à dire, il n'y a pas naufrage. On doit écoper beaucoup, c'est sûr. Le bateau prend l'eau, mais on n'a pas naufrage. On a quand même le Royaume-Uni, que je sache, reste la 6e puissance économique du monde. On est au 7e rang derrière. Vous avez cité, Nicolas, 4,5 millions de pauvres, mais j'ai regardé combien il y en avait en 2013, 2014, 2015. En 2015, il y en avait 15 millions, 8, je crois. Donc, c'est pas brillant, mais c'était pas brillant non plus avant, déjà. La croissance, vous avez cité des chiffres, oui, mais on en trouve d'autres où on dit, non, le PIB, au fond, ça n'a pas été ce recul-là. Vous savez que les économistes, on peut toujours trouver ceux qui vont voir le verre à moitié vide et le verre à moitié plein, voilà, ou selon la croissance, ça va. Ah, mais les salaires ont aussi augmenté, puisque, par exemple, vos chauffeurs routiers, qui sont maintenant britanniques beaucoup plus qu'ils ne l'étaient auparavant, ils ont vu les salaires augmenter de 20 à 25%, etc., etc. Donc, on peut faire une lecture qui ne sera pas aussi négative que celle que vous venez de faire. Que la situation soit très difficile, c'est indéniable. Et je ne pense pas que les Britanniques, ils le disent dans leur sondage, se réjouissent du Brexit. Mais il est fait, on n'y reviendra pas, ou tout au moins pas avant 20 ou 30 ans. Je ne pense pas qu'on puisse pour autant dire que tout s'arrête pour le Royaume-Uni. Est-ce que Londres n'est plus une place financière de niveau mondial? Non. Londres reste une place financière. Oui, elle a perdu des emplois. Il y a à peu près aujourd'hui 7000 emplois qui sont passés soit à Francfort, soit à Paris. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y ait plus de rôle de la City dans les affaires financières. Oui, ils ont perdu des investissements étrangers. L'incertitude qu'il y a n'est jamais bonne pour les affaires, et c'est vrai que la situation est devenue fragile. Oui, faire des affaires avec l'Angleterre, avec le Royaume-Uni, c'est compliqué. Et les exportations britanniques sur le continent, c'est une paperasserie, c'est des contrats de douane, c'est des contrôles, et on n'est même pas encore passé à l'agroalimentaire, comme le rappelait Philippe, et personne ne sera prêt là-dessus. Tout ça est réel. Est-ce que pour autant on doit parler de naufrage, d'impasse, d'impossible, comme si le Royaume-Uni était dans le mur? Regardons sur l'Ukraine. C'est quand même le Royaume-Uni qui, le premier, réagit le plus rapidement pour soutenir l'Ukraine et qui continue encore à soutenir l'Ukraine. Sur le plan de la défense, on n'était pas tellement mieux que le Royaume-Uni. Donc, moi, je nuancerais quand même un peu ce discours. Dernier point, oui, une immigration, effectivement, qui n'est plus européenne et qui est du reste du monde, mais une immigration qui a monté en qualité de qualification de façon extrêmement massive. C'est tout à fait essentiel, et les grandes universités britanniques attirent des grands étudiants. On aimerait bien qu'il en soit autant ici. Lucille Schmitt. Oui, moi, je voulais dire 3 choses, en fait, sur cette question du Brexit. La première, c'est que, contrairement à la société américaine, la société britannique est capable de s'apercevoir qu'il peut y avoir des erreurs politiques et que d'avoir cru à la propagande, en fait, c'était vraiment une grave erreur. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la maturité démocratique dans ce que révèle ce sondage qui me semble être intéressant à constater, parce qu'au fond, un certain nombre de Britanniques qui étaient pour le livre ont changé d'avis. Il y a une sorte de translation de l'opinion publique. Ça me semble un point important à constater. Je ne sais pas si toutes les sociétés en seraient capables. Je ne sais pas ce qui se passerait en France, mais en tout cas, on voit bien qu'aux États-Unis, le spectre du retour de Donald Trump est quelque chose d'important. Et là, il y a eu un retour, comme l'a rappelé Nicolas Bavray, de Cameron au gouvernement, mais ce n'était pas un choix de la société britannique.
Donc il y a un élément assez positif là-dedans, ce qui rejoint peut-être aussi ce que dit Béatrice sur la façon dont, d'une certaine manière, l'économie, la question des savoirs, le rayonnement international du Royaume-Uni résiste au fond à une situation qui est assez piteuse sur le plan de l'inflation, sur le plan du chômage, sur le plan des investissements. Il y a une forme de résilience au fond du Royaume-Uni, qui est quelque chose d'ancien, qui est inscrit dans sa tradition. La deuxième chose qui me semble importante, c'est évidemment la question migratoire. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, il faut faire, je trouve, le lien, la comparaison avec la France. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, dans les étrangers communautaires qui continuent à venir au Royaume-Uni, la France occupe le premier rang, bien loin derrière les Indiens, mais enfin, on occupe toujours le premier rang. Notre relation avec le Royaume-Uni reste fondamentale. Et donc, cette question migratoire, d'abord, elle avait fondé en grande partie le Brexit, en dehors de la question... reprendre le contrôle, c'était d'abord reprendre le contrôle par rapport à la libre circulation des personnes. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le solde migratoire, ça a été rappelé, je crois, par Philippe ou Nicolas, le solde migratoire a été très important en 2022, plus de 600 000 personnes. C'est un solde migratoire qui a changé, c'est beaucoup plus des personnes qui viennent du reste du monde que des ressortissants communautaires. Et surtout, la société britannique, apparemment, a changé d'avis par rapport à cette question migratoire. En tout cas, c'est ce que nous disent un certain nombre d'experts. Ils nous disent, au fond, ils ont compris, par exemple, que la question de la migration économique était quelque chose d'essentiel pour faire fonctionner l'économie. De longue date, on sait que les étudiants étrangers sont importants. Et donc, il y a une sorte de... Dans le débat public, cette question migratoire marque un clivage entre des gens comme Nigel Farage, par exemple, qui veut... je rappelle que c'est une année électorale, relancer le débat migratoire pour en faire quelque chose de l'ordre de la xénophobie, qui avait quand même beaucoup fondé le Brexit en 2016, alors que la société serait plus mûre. Donc il y a un enjeu autour de qu'est-ce qui va se passer dans la campagne électorale qui vient sur cette question des migrants, qui est un point essentiel, me semble-t-il. Là-dessus, Rishi Sunak n'a pas hésité à aller au-delà de sa figure de personne mûre et raisonnable, puisqu'il y a cette question de l'accord, vous le savez, avec le Rwanda pour pour expulser les migrants illégaux, qui a quand même été retoqué par la Cour suprême britannique. Et donc là, il y a un espèce de jeu qui se passe autour de l'état de droit, de la façon dont le droit des étrangers signale ou pas le bon état démocratique d'un pays. Et ça me semble être un point essentiel parce que du coup, au sein des conservateurs, la façon dont Suella Braverman, qui était sa ministre de l'Intérieur, veut aujourd'hui porter les stockades en ayant un discours en fait qui est proche de celui de Nigel Farage sur la question migratoire, ça peut beaucoup affaiblir Rishi Sunak et ça peut évidemment faire en sorte que dans la campagne électorale qui vient, il se retrouve dans une situation assez difficile à cause de son propre camp. Donc moi, je pense que ce qui est important, c'est une société mûre, démocratiquement, et une classe politique totalement immature du côté des conservateurs, qui ne cesse de se déchirer, qui au fond ne cesse de démissionner en ayant en tête des petits calculs pour prendre la tête du Parti conservateur. Et ça me semble être un point essentiel qui peut aussi prendre la comparaison avec la France, des classes politiques souvent en décalage avec leur société et qui aura bien besoin de retrouver le sens du projet et le sens de l'intérêt général. Jean-Louis Bourlanges. Oui, dans le débat qui oppose Nicolas et Béatrice, entre lesquels Lucie se trouve, moi j'incline plutôt du côté de Béatrice. Je pense qu'on attribue au Brexit un ensemble de maléfices, de méfaits, qui ne lui appartiennent pas en propre. Et je pense que la société britannique est dans une situation très difficile, comme d'ailleurs la société française, comme la société allemande, de façon différente, que le Brexit n'a rien apporté de positif, et il a apporté un certain nombre de choses négatives. Mais ce n'est pas pour ça qu'il est à l'origine de tout. Sur le plan budgétaire, on attendait du Brexit, les partisans du Brexit, qu'il donne tout à coup une aisance financière au Trésor britannique qui s'est révélée totalement illusoire. Il reste que les difficultés financières et budgétaires qui sont celles des Britanniques sont les mêmes que les nôtres. Nous sommes partagés entre une volonté d'abaissement des impôts et une croissance très très rapide et très forte, pas seulement liée au Covid, mais au-delà de la dépense publique. Ça existe, ça a été, et évidemment, le Brexit était une fausse solution. Sur le plan migratoire, le Brexit a apporté une chose paradoxale, c'est-à-dire qu'on a remplacé de la main-d'œuvre issue d'Europe par de la main-d'œuvre issue de l'ancien Commonwealth.
ça a une certaine justification linguistique, car ce sont des gens qui parlaient plus anglais, mais en revanche, sur le plan anthropologique, ce sont évidemment des populations beaucoup plus difficiles à intégrer. C'est beaucoup plus difficile d'intégrer des Pakistanais ou des Hindous que des Polonais, par exemple. Donc on a là une situation tout à fait paradoxale qui est de privilégier une immigration lointaine. Mais le reste, ce sont les problèmes que nous avons. Est-ce qu'il faut plus ou moins d'immigrés ? Les apporteurs de Brexit ont dit moins d'immigrés, et en réalité, l'économie répond, comme Madame Meloni en Italie, et comme une grande partie du patronat en France, et comme le patronat allemand répond, nous avons besoin d'immigrés. Deuxièmement, est-ce que nous avons besoin d'immigrés de qualité ou d'immigrés qui occupent les positions subalternes dans la société? Là encore, ce problème se pose au Royaume-Uni de façon dramatique. Ils ont manqué de tout, l'entreprise, les camionneurs, l'industrie, etc. Mais nous aussi, nous avons ces métiers en tension. Donc on retrouve la même chose. Sur le plan géopolitique, c'est totalement paradoxal ce qu'a voulu faire Johnson, c'est-à-dire remplacer une solidarité européenne par une espèce de réveil impérial, réveil d'une solidarité mondiale. Alors on peut se faire illusion en étant un peu présent dans le Pacifique, etc. Mais il est absolument évident que le défi géopolitique aujourd'hui, c'est le resserrement des liens de l'Europe par rapport à une Russie qui menace. Et d'ailleurs, les Anglais, ça a été dit par Béatrice, relèvent le défi vis-à-vis des Russes avec peut-être plus d'énergie que les Européens continentaux, mais aussi vis-à-vis des États-Unis, avec l'évolution extrêmement préoccupante de la démocratie américaine. Mais là encore, c'est une mauvaise direction que celle du Brexit, mais est-ce que ça change fondamentalement les choses ? Enfin, dernière chose, sur le plan économique, c'est vrai que le Brexit introduit de la viscosité dans les échanges, mais comme l'a dit Béatrice, ça ne détruit pas pour autant ni l'industrie, ni la puissance financière, britannique. Alors, en somme, il me semble que c'est très négatif. D'un bout à l'autre, le Brexit est très négatif, mais les problèmes sont ailleurs. Et la grande leçon que nous devons tirer de ça, c'est le refus de cette diabolisation magique de l'Europe. C'est pas parce que vous diabolisez l'Europe que vous dites que tout est mal, que vous résolvez en quoi que ce soit vos problèmes. Les Britanniques, quelques années après le Brexit, ont les mêmes problèmes que nous. Le Brexit les a simplement, marginalement, mais réellement aggravés. Je vous remercie. Nous sommes maintenant arrivés à notre dernière séquence, la séquence des brèves. Mais je rappelle avant que nous allons poursuivre ces échanges sur ces deux questions avec les interventions de nos auditeurs. Je voudrais ouvrir cette séquence des brèves en faisant référence au regretté Jean-Jacques Sampé qui disait, ayant pris pour titre d'un album « Rien n'est simple », et pour titre de l'album suivant, « Tout se complique ». Je crains en effet que le journalisme n'ait besoin de méditer ces deux aphorismes. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que ce matin, j'ai reçu la lettre hebdomadaire de Guy Hervier, que j'ai déjà recommandée ici à plusieurs reprises, une lettre hebdomadaire qui vient des États-Unis et qui reprend le fameux moment beaucoup diffusé sur les chaînes de télévision françaises de l'audition des présidents d'université par une commission du Congrès et notamment par une dame députée, congresswoman pour New York, qui s'appelle Madame Stefanik, laquelle s'est montrée particulièrement, combative à l'égard de ces présidents d'université autour de la question de l'antisémitisme. C'est du moins ce que nous avons gardé, ce qu'ont gardé nos chaînes de télévision. Il se trouve que le débat a été beaucoup plus loin, de manière beaucoup plus profonde, sur l'interprétation de l'article qui garantit la liberté de l'article de la Constitution, qui garantit la liberté d'expression aux États-Unis. Liberté d'expression qui n'a pas du tout le même contenu ni le même sens aux États-Unis qu'ici. Mais qui est Madame Stefanik ? On ne nous l'a pas dit quand on nous a montré ces images à la télévision. Madame Stefanik est donc députée, congresswoman, pour l'État de New York. Et quels sont ses rapports avec Harvard ? Ses rapports avec Harvard sont que elle a été priée de quitter le conseil de Harvard à la suite de sa position sur les émeutes du 6 janvier organisées avec le président Trump dans les circonstances que l'on sait. Émeutes qu'elle a soutenues, qu'elle continue à soutenir, et elle a été l'une de celles qui ont voté au Congrès pour dénoncer l'illégalité de l'élection du président Biden.
Donc, l'année dernière, cette dame Stefanik a été priée de quitter le conseil d'Harvard. Tiens, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui mériterait d'être... Je ne sais pas s'il faut en déduire que Madame Stefanik s'est vengée de ce qui lui est arrivé à Harvard, mais ce que je sais, c'est que si on veut faire de l'information, il faut donner cette information-là et non pas réduire ce qui s'est passé à l'élément quasi théâtral de la conversation, de l'interruption, de la manière dont a été la présidente de Harvard, qui a maintenant d'ailleurs dû démissionner, a été apostrophée par cette membre du Congrès des États-Unis. C'est donc une mauvaise nouvelle que je viens de vous donner, en tout cas que j'ai donnée à moi-même et à mes confrères, dans la perspective de l'élection présidentielle de 2024. Il va falloir travailler. Lucille Schmid. Oui, moi je voulais recommander d'aller voir un film Jeunesse de Wang Bing, Jeunesse le printemps, qui est un film documentaire qui a été présenté à Cannes. Alors vous vous embarquez pour 3h30 de documentaire dans des ateliers qui sont dans la ville de Zili, qui est à 150 km de Shanghai. Et comme le dit le titre, c'est cette jeunesse ouvrière qui a 20 ans, parfois moins. Et vous allez suivre les semaines, les mois qu'ils vont passer dans ces ateliers, qui ne sont pas des grandes usines, qui sont des ateliers familiaux. Et c'est extraordinaire parce que ce documentaire montre à la fois quelque chose de extraordinairement vivant, des histoires d'amour, des histoires pas d'amour, simplement sexuelles, des amitiés, des relations très difficiles avec des patrons qui ont le même âge que vous. Et c'est une vision absolument extraordinaire de l'exploitation humaine par des personnes que l'on connaît. Mais surtout, vous en sortez avec une impression d'une force, d'une puissance de cette société chinoise, alors même que vous venez de voir des personnes qui sont exploitées pendant des semaines et des semaines, mais qui sont dans un état d'intensité énergétique incroyable. Donc il faut aller voir ce film pour ça. Il faut savoir que 3h30 de ce spectacle, c'est long, et que beaucoup de spectateurs quittent la salle parce que d'une certaine manière, nous nous sommes habitués à avoir un rythme ou une intensité des scénarios qui n'existe pas. Mais vous y découvrirez des personnes dont la force de vivre nous donne une leçon incroyable. C'est pas une leçon démocratique parce que les relations d'exploitation et de domination sont extrêmement puissantes, mais c'est une leçon de détermination que je recommande à tous. Et je rappelle que Jacques Delors adorait la Chine. Jean-Louis Bourlange. Oui, je serai très bref là, vraiment, pour une raison. D'abord parce que j'ai beaucoup parlé, excusez-moi, sur un sujet qui m'était cher. Et deuxièmement, parce que vous n'avez pas tout à fait aperçu tous, mais je suis non-voyant depuis 3 semaines, et pour 3 semaines, à la suite d'une intervention qui tournera certainement très bien, à l'œil. Et donc, je n'ai rien pu lire, rien pu écrire, rien pu consulter, et je ne peux reconnaître pratiquement personne actuellement. Je dirais simplement, comme très bref, mon hommage à Jérôme Garcin, qui quitte, comme vous le savez, le masque et la plume. C'est un homme d'un très grand courage, qui a subi beaucoup de choses, d'un très grand talent, d'un très grand courage. Et c'était pour moi, comme pour beaucoup d'entre nous, un rendez-vous obligé le dimanche soir, généralement en rentrant pour ma part de Normandie. Et il a succédé à Pierre Bouteiller à la tête de cette émission. Pierre Bouteiller est un homme remarquable, Garcin également, et je lui donne vraiment, je formule tous mes vœux de retraite active à la suite de cette grande œuvre accomplie qui a été l'animation du Masque et la Plume. Béatrice Gibelin. Moi, ce sera un ouvrage qu'il aurait mieux valu présenter avant les cadeaux de Noël, mais ça fait rien. C'est un nouvel atlas qui s'appelle MapMonde, qui est un voyage dans le temps pour raconter le monde contemporain. Il est réalisé par chez Martine Laborde, qui est un des cartographes du journal Le Monde et qui est le cartographe qui fait les couvertures d'Hérodote depuis quelque temps. Et c'est fait réalisé avec Delphine Papin et Francesca Fattori, qui sont... Delphine Papin est la responsable du service infographie du Monde, et Francesca Fattori travaille aussi. Je dois dire que ce sont 3 de mes anciens étudiants. Et j'avoue. J'ai eu la chance. Mais dont je suis très fière.
parce qu'ils font des choses, je ne sais pas si vous appréciez les grandes cartes dans la page géopolitique du Monde une fois par semaine, mais elles sont de grande qualité avec des légendes qui sont un raisonnement et qui ne sont pas seulement une information. Alors, chez Martine a eu l'idée de reprendre la map monde, qui a été très, très en vogue au XVIIIe siècle. C'était ces deux globes où on ouvrait et où on voyait les cartes du monde, et avec une graphie qui est un petit peu surannée, un peu désuète, pour parler des problèmes très, très contemporains. Et c'est fait avec beaucoup d'intelligence et d'une information de grande qualité, mais avec assez d'humour aussi. Par exemple, vous avez des thèmes qui sont une map monde halieutique, par exemple, pour tout ce qui est poisson, une map monde en plastique avec tout ce qui couvre les océans, une map monde appauvrie, c'est le problème de la biodiversité. Mais vous avez aussi une map monde misogyne, vous avez des thèmes qui sont extrêmement intéressants, une map monde connectée. Vous allez passer un moment délicieux et plus que ça, extrêmement intéressant à regarder cette autre forme d'atlas. Vraiment, je vous y encourage. Nicolas Vavresse. Moi, je voulais rendre hommage à Alexandre Solzhenitsyn et vous inviter tous à relire L'Archipel du Goulag. C'est très exactement il y a 50 ans que ce livre a été publié en Occident. C'était le 28 décembre 1973. L'Archipel du Goulag, c'est non seulement un roman absolument exceptionnel, avec la fiction, mais aussi des témoignages. C'est à la fois la vérité sur le système concentrationnaire soviétique et aussi l'espoir, parce qu'on voit qu'il y a des individus qui arrivent à résister. Et j'allais dire, Solzhenitsyn est vraiment un des géants du XXe siècle parce qu'il a su résister. Et puis ce livre, c'est aussi un pan d'histoire parce que c'est le moment où tout un pan de l'intelligentsia qui était resté dans une situation d'ambiguïté ou de complicité avec le totalitarisme soviétique a basculé dans l'antitotalitarisme à cause du choc qu'a été la lecture de ce livre. La deuxième chose sur Solzhenitsyn, qui rejoint ce qui a été dit par Philippe, c'est quand même de rappeler le discours de Harvard de 1978 sur le déclin du courage et la dénonciation du matérialisme dans l'Occident qui avait beaucoup choqué parce que tout le monde attendait de Solzhenitsyn sa critique sur le soviétisme et les critiques qu'il avait portées sur l'Occident sont des critiques qui étaient justes. On l'a vu avec la paix perdue de 1989. On le voit aussi avec la dérive d'Harvard aujourd'hui. Parce qu'indépendamment de ce qui a été dit sur l'audition du Congrès, c'est vrai que cette université qui a pour devise Veritas a connu une dérive intellectuelle et morale qui est tout à fait désespérante. Donc, trop d'argent, trop de politique et l'oubli de tous les principes, l'oubli de l'éthique de la connaissance, c'est un avertissement qui mérite d'être entendu, y compris par l'université française. Et si je peux ajouter, quand vous aurez fini de relire L'Archipel du Goulag, relisez La Roue Rouge, ce qui vous conduira probablement à la première émission de janvier 2025 à l'école alsacienne, mais vous n'aurez pas perdu votre temps. Je voudrais remercier précisément l'école alsacienne. C'est la 7e saison pendant laquelle elle nous accueille. Je voudrais aussi remercier Sophie Jacquin, avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré, qui va en assurer le compendium, Nicolas Tourneau, qui veille à notre site, tandis qu'Olivier Magloire veille à tout ce qui touche aux plateformes, Laurie Galigani et Christian Sori, qui ont enregistré cette émission et qui vont enregistrer les échanges avec le public, et puis Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui la produisent. Je vous donne rendez-vous mercredi pour l'enregistrement des échanges que nous allons avoir dans un instant, et dimanche prochain pour un nouvel Esprit Public.